Donc, un petit récap du SEO. On va faire des workshops aujourd'hui. On va faire des groupes, on va faire 2 groupes en ligne et 3 groupes dans la classe. Et on va faire le workshop 16, qui est un workshop fort sympathique avec une notation que vous adorez, 0 ou 20. C'est vrai que ça nous manque. Ah oui. Je me suis dit, il vient en cours, il faut qu'il ait un petit truc sympathique. Malheureusement, vous êtes là. Eh oui. Donc 0 ou 20, c'est un quiz roulette, 50 mots. Et vous tirez au sort 3 mots et vous devez les définir donc dans le groupe. Hein. Oui. Oh là là là. Et si vous avez les 3 mots bons, bah, ça fait un 20 sur 20. Et s'il y a ne serait-ce qu'une seule petite erreur sur un mot, bing, ça tombe à dire. C'est moche. C'est moche, je sais. Et deuxième workshop, le 28, workshop 28, où je vais vous demander de faire littéralement ce que je vais vous montrer au tableau, de faire une stratégie search, il s'appelle le SEM Search Six Plan, SSS Plan, donc SEM Search Six Plan, et qui va consister à prendre une boîte que vous avez envie de choisir dans le groupe et à faire ce plan en 6 pages à m'envoyer par mail, et le workshop 16, ce sera une interrogation que je vous ferai directement. Donc, le workshop 28 qu'on fait juste après, il est directement issu de ce qu'on va voir là maintenant en 5 minutes. Après, on fait un cours sur l'innovation et après, on se met en position workshop. OK, ça va pour tout le monde? Et on termine à 11h45, je crois, avec la pause au milieu, bien sûr. N'oublions pas la pause, très important. Donc, on est prêt? Donc, la question que vous allez devoir résoudre dans le workshop 28, c'est vous prenez une entreprise qui vous plaît dans votre groupe, dans une entreprise dans laquelle quelqu'un travaille. Je ne veux pas que vous preniez une entreprise que vous connaissez à peine. Genre, l'autre jour, les gens, ils m'ont pris la location de voitures Avis. Mais bon, pourquoi pas? Avis, c'était un bon sujet. Mais puis, ils avaient des trucs complètement bateaux sur Avis. Mais qui bosse chez Avis? Et ils disaient, personne bosse chez Avis, on a pris Avis parce que ça nous plaisait bien. Alors, ne prenez pas une boîte qui vous plaît bien si vous ne connaissez pas le secteur dans lequel vous êtes. Il faut une connaissance du secteur pour faire la visibilité. Donc, la question à laquelle vous devez répondre, écoutez, parce qu'après vous allez être perdu, c'est la question, comment la boîte que vous avez choisie, prenons Avis pour rigoler, comment Avis peut être plus visible? C'est une question de visibilité. Et vous allez devoir décliner cette visibilité sur au moins 6 sujets, 6 terrains, 6 canaux, ou channel en anglais, pour faire de l'omnichannel, de l'omnicanalité. Et vous devez dire comment Avis va être trouvé. Alors, écoutez bien ces 2 premiers points, parce que tout le monde oublie le point de l'IA. Sur le web, l'index Google, Google Discovery, les différents moteurs de recherche, et dans l'IA. C'est-à-dire que si je demande à l'IA, et c'est super important que vous compreniez bien ça, si je ne suis pas sur Google, les gens ne trouvent pas sur Google. Bon, ils peuvent me trouver sur Google Maps. Ils peuvent demander à leurs amis chez qui tu louerais une voiture. Ah ben il y a un tel, et puis il y a Avis. Ou si je regarde de manière un peu différente, liste des 10 plus gros loueurs de voitures, il y a forcément Avis qui va rentrer dessus. Donc sur le web, si je suis pas trouvable, c'est grave, mais c'est pas fatal. Dans l'IA, si je ne suis pas dans l'IA, là, c'est fatal. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est juste un prompt que vous faites et une réponse qui vous est envoyée par le moteur d'IA. Mademoiselle. Alors, parlez avec nous. Non, mais parlez avec nous si vous avez des choses. Si je cherche une boîte pour voir ce qu'ils font et tout, je vais sur Insta. Pas sur... Ou sur Insta. Mais c'est la même découvrabilité sur les réseaux sociaux. C'est la même ici. C'est pareil. Ou certains cherchent sur TikTok, d'autres cherchent sur YouTube. Tout est possible. Mais si vous ne trouvez pas la boîte sur Insta ou sur Google, par exemple, c'est grave, mais c'est pas fatal. Si elle n'est pas dans l'IA, là, c'est fatal. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, vous vous en servez uniquement pour dire à ChatGPT, vous faites un prompt et puis il vous répond, et vous copiez cette réponse et vous la collez quelque part.
Donc là, si Avis n'est pas présent, ben, c'est pas très grave, on s'en fout un petit peu. En revanche, écoutez-moi bien, la suite de l'IA que vous imaginez tous, c'est que l'IA va être intégrée dans les processus de l'entreprise. Quand on dit l'IA va remplacer des jobs, ça veut dire que l'IA va se mettre dans l'entreprise et va faire le job de quelqu'un. Donc une boîte comme J'aime, qui doit avoir un service achat, qui achète du train, qui achète des locations de voitures pour des gens qui interviennent à droite à gauche, qu'est-ce qu'ils vont dire à l'IA? Ils vont dire, loue une voiture chez le principal loueur de voitures ou demande les prix aux principaux loueurs de voitures pour une voiture de 3 jours entre Grenoble et Lyon, j'en sais rien, un truc comme ça. Et là, c'est l'IA qui va donc travailler, qui va sortir le nom du loueur de voiture, à qui il envoie une demande. Le gars, il voit la demande 2 jours de location de voiture, 300 euros pour une 4 portes, j'en sais rien là, et il dit OK. Et le processus se fait. Donc, si on n'est pas présent dans l'IA, ça veut dire que demain, c'est fatal. On fait plus d'affaires. J'ai compris la différence entre être visible ou pas sur Insta, être visible ou pas dans Google et être visible ou pas dans l'IA. Si on n'est pas visible dans l'IA, on ne sera pas dans les processus de travail de l'entreprise. Donc, c'est une visibilité qui est hyper importante. Et puis, donc, bien sûr, Google Maps, les boutiques, les podcasts, les job boards, etc., etc. Donc, vous allez devoir, pour la boîte que vous allez choisir, résoudre la question de la visibilité sur tous ces critères-là. Et bien sûr, pas en premier lieu, mais à égalité aussi l'IA. Et donc, ça nous donne cette fameuse équation qu'on a déjà vue ensemble, que je ne vais pas répéter, hein. Toute, toute la visibilité traditionnelle, les 6 premiers points ici, et toute la visibilité IA, les 4 ou 5 points qui sont en dessous. Vous savez tous ce que SEO veut dire, Search Engine, dites pas engine, hein, dites bien engine. Search Engine Optimization. Et qu'est-ce que c'est que le GEO? Donc c'est Engine Optimization, et G c'est Generative. Donc c'est Generative Engine Optimization. Et c'est quoi le Generative Engine Optimization? Ben, c'est le fait d'être présent quand le moteur d'IA générative fait une réponse. Donc que vous soyez Disney, que vous soyez Avis, que vous soyez La Roche-Posay, L'Oréal, n'importe quelle boîte hyper industrielle, Thales, Safran, Schneider, n'importe qui, vous devez être présent dans ce GEO pour que aujourd'hui les prompts disent oui, telle boîte est importante et que demain, quand ça remplacera un travailleur, que l'info soit bien et la commande soit bien envoyée à la bonne personne. Donc je vous passe le SXO. En même temps, on travaille tous les mots. Vous devez comprendre tout ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas assez bien suivi les cours précédents. Le SXO, donc Search Experience Optimization. Alors, je sais que dans ce cours, il y a plein de vocabulaire technique, il y a plein de concepts nouveaux. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent en disant c'est trop compliqué, on capte pas. Mais si vous aviez fait une prépa avec des concepts philo qui s'enchaînent, et si vous ne révisez pas votre premier cours, ben, le deuxième cours, vous ne captez plus rien du tout. Ou si demain vous faites je sais pas si ça existe, un BTS de plomberie, en plomberie, je connais rien en plomberie bien sûr, il y a plein de vocabulaire technique sur les raccords, les machins, les tubes, les trucs, hein. Et si vous connaissez pas votre vocabulaire professionnel, c'est sûr que c'est super dur. C'est le 7e ou 8e épisode qu'on fait ensemble. Je vous ai donné sur le site internet tous les dictionnaires d'acronymes, tous les lexiques explicatifs. Si vous les lisez pas, si vous les regardez pas et qu'au 8e cours, vous dites il y a trop de termes, il y a trop d'acronymes, il y a trop de sigles, il y a trop de machins, on capte rien. Les gars, vous n'êtes pas fait pour bosser dans le digital. Faut pas persévérer. Faites autre chose, mais du coup, pas du digital. Il faut vous accrocher et il faut rentrer dans ces acronymes. C'est super chiant. Si j'avais le choix, j'interdirais l'utilisation d'acronymes, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Tout le secteur les utilise. Je vais utiliser dans quelques instants le mot de SERP. Je vais même plus vous dire ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est, la SERP, c'est que vous n'avez pas suivi le cours précédent, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas fait le quiz précédent et vous avez rien fait, quoi. Donc, la SERP, c'est un terme quand on fait du marketing digital et quand on fait du search. Le terme SERP, c'est quelque chose qu'on utilise tous les,
je sais pas, qu'on utilise 50 fois par jour. Donc, vous devez connaître ce terme de cercle. Ce qui s'appelle Search Engine Result Page. Donc, le SXO, Search Experience Optimization, c'est le fameux zéro clic. Comment faire que l'expérience de recherche soit la meilleure possible? Ben, c'est super simple. En raccourcissant au maximum le chemin entre l'idée que je cherche et la réponse que j'ai. Et comment est-ce que je raccourcis au maximum? Ben, dès que je tape quelque chose dans Google ou dans Insta, c'est pour ça que Google est meilleur qu'Insta, quand je tape quelque chose dans Google, ben, directement Google me fait une phrase avec la réponse que je cherche. Quel est l'âge d'Emmanuel Macron? Google me répond tout de suite. Emmanuel Macron a 42, 43, je ne sais plus quel âge, à tel âge. Avant, il me donnait plein de sites sur lesquels je pouvais cliquer. Gala, je sais pas quel site à la con, People, machin, des sites sur lesquels je cliquais pour aller voir l'âge de Macron. Mais là, ce qu'on appelle le zéro clic, Google me répond directement Macron a tel âge. Et c'est ce qu'on appelle le SXO, Search Experience Optimization, et c'est lié au concept de zéro clic, qui est le moyen le plus rapide pour quelqu'un d'avoir sa réponse, et je te donne directement la réponse. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble, je ne vais pas le récapituler. Donc ça, c'est le search classique qui va bientôt s'appeler, il ne s'appelle pas encore, mais qui va bientôt s'appeler l'indexation des sites Internet et des posts, etc. Donc il y a bien sûr du social media optimization, de l'app store optimization, du retail media, du local avec Google Maps, avec Waze. Quand je fais de la pub sur Waze, qu'est-ce que je vais faire comme pub sur Waze? Ben, bien sûr, je vais faire de la pub sur Waze aux gens qui sont en train de rouler dans ma direction. Si je suis Five Guys et que les gens sont à Pantin, je ne vais pas balancer une pub Five Guys à Pantin. Il n'y a pas de Five Guys à Pantin. Il y en a un à Courbevoie, il y en a un à Levallois, il y en a un à la Défense, il y en a un sur les Champs-Élysées, mais il n'y a pas de Five Guys à Pantin. Donc si je suis Five Guys, je ne vais pas faire de la pub sur Waze pour les gens qui roulent à Pantin. Mais pour les gens qui sont en train de rouler sur les Champs-Élysées, je leur dis, ah, il y a un Five Guys. Si les gens sont intéressés par son métier. Donc ça, c'est le côté local. Et là, c'est tout le côté artificial intelligence, c'est tout le côté moteur de recherche et moteur d'intelligence. On avait déjà vu ce truc-là, donc vous devez maintenant naviguer là-dedans tranquillement, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Juste pour vous rappeler, super important, je l'ai déjà dit, hein, mais pour vous rappeler que quand vous faites une recherche sur Google, vous ne faites pas une recherche sur le web. Vous faites une recherche sur la copie du web qui a été fait par les Google Bots, par les robots de Google. Donc, le travail de Google, c'est de copier tout le web avec des Google Bots qui vont crawler, c'est le terme exact pour ça, qui vont crawler le web et qui vont faire des copier-coller de toutes les pages qu'ils trouvent. Et quand ils trouvent un lien, ils vont là où le lien les emmène et ils copient et ils collent. Et s'ils trouvent encore un lien, ils vont sur le lien et ils font copier-coller. C'est pour ça que pour le référencement, à dire tout à l'heure dans votre exposé, les backlinks sont si importants. S'il n'y a aucun lien qui pointe sur votre site, ben ça veut dire que les Google Bots ne vont pas venir sur votre site. Mais si tout le monde parle de votre site, ça veut dire que quand les Google Bots auditent et crawlent les autres sites, ils voient des liens qui vont chez vous, donc ils viennent chez vous, ils vous copient et ils vous mettent dans l'index. Et quand vous faites une recherche Google, vous recherchez sur un index, ce qui est le cas pour toutes les recherches. De la même manière, quand vous faites une recherche, quand vous faites un prompt sur un outil de IA, une requête IA, vous n'allez pas chercher sur le web, vous cherchez sur quelque chose qui est très, très, très complexe et qui s'appelle les Large Language Models. Et vous recherchez sur quelque chose, ça s'appelle une inférence, le terme technique précis. Et encore une fois, désolé si c'est compliqué, hein, mais vous devez connaître le terme d'inférence. Vous ne pouvez pas avancer dans une boîte qui va utiliser l'IA sans connaître le mot de inférence, parce que c'est comme ça qu'on appelle le fait de demander quelque chose à un data center qui a un LLM. Je sais que c'est très technique, je sais que c'est compliqué, mais vous devez y arriver parce que c'est vraiment le monde de demain, il est fait comme ça, il est fait de ça. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous préparer à ça. Donc, vous devez connaître le terme d'inférence. Donc, on fait une inférence à un LLM.
Mais avant de pouvoir faire une inférence au LLM, il faut que ce fameux LLM ait été entraîné, et c'est la partie training. Alors, il y a du pré-training, du post-training, du fine-tuning, je ne pas ces détails, mais le LLM a été entraîné, et une fois qu'il est entraîné, il est à votre disposition. Et quand il est à votre disposition, vous faites un prompt, c'est une inférence, et le LLM vous répond. Et donc, c'est pareil, on n'interroge jamais le web en direct. On interroge des copies du web. C'est ça qu'il fallait comprendre. Donc, rapidement, le SEA. Donc, on a remplacé le O de optimization par le A de advertising. Donc, le SEA, Search Engine Advertising. Et là, il se découpe en plusieurs petits bouts. Un bout qui est le SEA sur le search, un bout sur le display, un bout sur la vidéo. Avec, attention, des modèles économiques, des business models différents. Le business model du SEA sur le search, c'est du CPC, du cost per click, du coût par clic. Vous ne payez que si les gens cliquent sur votre pub. Alors qu'en display, vous payez dès que votre pub est affichée. C'est complètement différent. Si vous faites une campagne de SEA sur le search, vous pouvez très bien payer 0 à la fin de la journée parce que votre pub a été affichée 1000 fois, mais personne n'a jamais cliqué dessus. Donc, vous payez 0. Si vous faites une campagne de display, le display, c'est une petite photo. Alors là, c'est une petite ligne de web, de Google Word, de Google. Si vous faites une campagne de display, donc c'est une photo, une image, une banner, un display que vous affichez, dès que le display est envoyé, attention, il n'est pas forcément vu par la personne, dès que le display est envoyé, vous payez. Et là, on paye en CPM, coût pour 1000. Et donc, vous payez du genre, si vous voulez une cible pas trop compliquée, genre français, grande ville, 20-40 ans, vous payez du 10 euros pour 1000. Donc, vous payez 10 euros et votre pub est soi-disant affichée auprès de 1000 personnes. Mais votre pub, si ça c'est la page Internet, votre pub, elle peut être ici. Et si la personne ne scrolle pas, elle ne voit pas la pub. Mais c'est quand même facturé. Donc on dit que dans le CPM, il y a à peu près 50% de 50% de déperdition, 50% de faux CPM. Et la vidéo, alors c'est encore plus dramatique. La vidéo, elle est facturée au bout de, c'est une norme internationale, hein, on n'y peut rien. C'est pas comme on n'y peut rien, c'est comme ça que c'est fait internationalement. On paye la vidéo au bout de 3 secondes de visualisation. Même si la vidéo fait 1 minute. Donc vous dites, voilà, je veux que ma vidéo soit vue, je la mets en pub à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Vous voulez que votre pub, elle soit vue les 30 secondes, et on vous dit, OK, on met votre pub, mais vous allez payer à chaque fois que les gens voient 3 secondes de votre pub. Donc ça veut dire que votre pub en vidéo, elle doit être très, très, très impactante pour que, au bout de 3 secondes, les gens aient envie de rester. S'ils s'en vont au bout de 3 secondes, vous payez pour la pub complète alors que les gens ne l'ont pas vue. Et donc tout ça, c'est le SEA. Il y a aussi d'autres choses, mais on va pas trop développer. Donc retenez bien, donc ça c'est une vision de ce qu'on a dans Google Analytics 4 pour les publicités. Donc ça c'est les mots-clés, ça c'est les résultats de la pub. Mais retenez surtout ça, il y a 4 business models. Le premier, le CPC, on paye au clic. 5 centimes à allez, 15 euros du clic, ça dépend du secteur, ça dépend du moment, ça dépend du nombre de concurrents, etc., etc. Entre 5 centimes et 15 euros du clic, le CPC. C'est aux enchères, hein, donc vous allez mettre des enchères par rapport à la concurrence. Le CPM, coût pour 1000, on paye à l'impression. C'est le terme, hein, impression, c'est un terme que je trouve complètement stupide, puisqu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de... Mais on paye à l'impression, c'est le coût pour 1000, CPM, coût pour 1000. Donc là, vous dites, bah, un coût moyen, c'est 15 euros du 1000. Donc vous mettez 15 euros et votre pub, elle est affichée auprès de 1000 personnes avec 50% de perte. Et puis le dernier point qui est intéressant aussi, c'est le CPA, le coût par action. Et c'est vous qui définissez l'action. Vous dites à un éditeur, par exemple, moi je veux que les gens téléchargent ma newsletter et je paye on va dire 5 euros par personne qui télécharge ma newsletter.
Si les gens regardent mais téléchargent pas, si les gens mettent pas leur email pour télécharger, si les gens font, je paye pas. Mais dès que les gens téléchargent ma newsletter, je donne 5 euros. Ou ça peut être, je donne 5 euros dès que j'ai le 06 d'une personne. Donc vous dites, voilà, bah, on fait un petit formulaire. Tant que j'ai pas le 06, je paye pas. Dès que j'ai le 06 de la personne, vérifié, authentifié, je paye. Alors là, ça peut être 7-8 euros. Oui. Ça, les coûts par action, c'est dans la vidéo, ou c'est juste à part ça, pas forcément C'est dans le SEA. C'est toute la... Et vous pouvez très bien dire aussi, je n'ai jamais vu, mais vous pouvez très bien dire aussi que l'action, c'est d'acheter une voiture. Je paye quand les gens achètent la voiture. Donc là, bien sûr, le CPA, le coût par action d'acheter une voiture, ça va être 1000 ou 1500 euros. Parce que avant que les personnes achètent une voiture, c'est 1 sur 100 000 ou 1 sur 200 000. Donc, il faut que la personne s'y retrouve. Donc, le CPA va être très élevé. Hop, on passe en ASO, App Store Optimization. C'est l'optimisation des magasins qui vendent des apps. Alors, bien sûr, vous connaissez tous l'App Store, iOS. Vous connaissez tous le Google Play, le Google Store ou l'Android Store. Mais il y en a d'autres, les App Store. Donc voilà tout ce qu'il faut faire pour être bon en App Store. Donc la boîte que vous allez choisir tout à l'heure pour faire le workshop 28, peut-être qu'elle n'a pas encore d'app. Possible. Si elle n'a pas encore d'app, bah, on imagine en créer une. On a créé une app blablabla, blablabla, et voilà comment on va la référencer correctement dans l'App Store. Donc voilà tout ce qu'il faut faire. Je ne vais pas entrer dans le détail. Tout ce qu'il faut faire pour référencer une app correctement dans l'App Store. Mais il n'y a pas que les apps de mobile. Il y a aussi, si vous réfléchissez bien, les logiciels ou ordinateur. Le logiciel Windows, le logiciel Linux, pour ceux qui connaissent Linux, ou les logiciels Mac, pour ceux qui sont sur Mac. Donc, si vous téléchargez un logiciel, ben vous avez une proposition de logiciel. Vous avez sur vos Mac un logiciel store qui vous permet de choisir tel ou tel logiciel. Et ben, c'est le même principe de référencement, c'est le même principe de search, de visibilité que sur Google ou autre chose. Comment il s'appelle? J'ai un trou. Comment il s'appelle le logiciel? Il s'appelle aussi App Store. L'App Store sur Mac, bien sûr. Avec un Discover. Très, très juste, j'avais oublié le terme. Et donc, il faut aussi penser à ça. Il faut aussi penser à... Attention, question pour tout le monde. Écoutez-moi bien. Top chrono. Qu'est-ce qui n'est pas une app que l'on met sur un mobile ou une tablette, mais qui n'est pas non plus un logiciel qu'on met sur un ordinateur, laptop ou desktop, qui est un peu entre les deux, qui est aussi un logiciel que vous utilisez toutes et tous? Une extension. Oui, bravo. Je m'appelle Emma. Emma, you're the boss. Oh, Je mettrai des petits cœurs devant ton nom. À moins que tu veuilles une note supplémentaire. Donc c'est ça, les extensions, ce sont des apps, des logiciels qui ne tournent pas sur votre mobile, qui ne tournent pas sur votre ordinateur, qui tournent à l'intérieur de votre navigateur ou de votre browser. Encore une fois, ne confondez surtout pas, ça c'est l'erreur vraiment du débutant. Si vous faites ça en entreprise, après on ne vous parle plus, ne confondez surtout pas votre navigateur avec le moteur de recherche. Votre navigateur, c'est Safari, Chrome, Edge, Firefox ou autre. Le moteur de recherche, c'est là où vous envoyez vos recherches. C'est donc Google Search, Bing, DuckDuckGo ou n'importe quel autre Yahoo ou n'importe quel autre moteur de recherche. Donc on peut être sur Chrome, qui est un navigateur qui appartient à Google, et faire ses recherches sur Bing. Donc le navigateur, c'est une chose, et le moteur de recherche en est une autre. Il y a tellement de gens qui confondent Chrome et Google Search et qui disent « Ah ben j'ai Chrome, donc je fais mes recherches sur Google ». Non,
c'est une option à cocher ou à décocher pour avoir tout ça. Encore une fois, désolé de cette technicité, désolé de ces petits détails qui sont, ça peut vous paraître complètement inutiles et complètement techniques, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est comme ça qu'est le boulot marketing digital dans les boîtes. Alors peut-être que ça va vous dégoûter du marketing digital, mais mauvaise nouvelle pour vous, le marketing, il n'est pas digital ou pas digital. Le marketing, il est aujourd'hui, comme ce qu'on voit ensemble ici, il est forcément digital. On ne peut pas dire, je vais faire du marketing, mais on ne va pas s'occuper de Google, on ne va pas s'occuper d'Insta, on ne va pas s'occuper de Maps, on va faire du marketing à l'ancienne. On va distribuer des flyers aux sorties de métro, et puis ça suffira. Il n'y aura pas d'adresse mail, puisqu'on ne peut pas gérer d'email, de campagne d'emailing. Donc, c'est impossible de faire un marketing non digital. À un moment donné, il y a toujours un peu de digital ou beaucoup de digital qui arrive dedans. Petite parade des applications les plus téléchargées 2023. Vous voyez Temu qui arrive en tête de liste. J'adore le slogan de Temu. Qu'est-ce qui connaît le slogan de Temu? Qu'est-ce qui connaît Temu déjà? Tout le monde? T-E-M-U. Temu. Shein aussi, bien sûr. Le slogan de Temu, c'est Shop like le billionnaire. Les produits sont tellement. Pardon? C'est pas stable. Ils dorment là-haut, tu crois? Ouais, vérifier. Alors, on va voir. Si vous êtes capable de faire du bruit à distance, faites du bruit. Après, on va comparer avec le bruit fait en classe et on va voir qui gagne. Alors, faites du bruit à distance. Et dans tout ça, t'as raison. Tu fais du bruit de manière bizarre. Donc, ce qui est intéressant quand même et ça vous donne une tendance sur ce que cherchent les gens sur les applications, on a quand même une sacrée tendance au low cost. C'est que des boîtes qui font du pas cher. On voit pas de trucs de luxe ici. Et petit fun fact, je cherchais une application pour connaître l'impact écologique de mes vêtements. Donc, combien coûte un t-shirt en CO2, combien coûte un t-shirt Uniqlo, combien coûte un t-shirt Gap, Gap n'existe plus, mais combien coûte un t-shirt ou un jean chez Lewis, etc. Et donc, l'application s'appelle Good on You. Et donc, j'avais oublié le nom de l'application Good on You. Et donc, je cherche l'application Good on You. Et qu'est-ce que me donne l'App Store? Il me propose de télécharger Shein. Donc, je cherche un moyen de calculer mon impact environnemental sur mon habillement. Et en réponse, j'ai la fast fashion la plus terrible du monde qui te propose, je ne sais pas quels sont les prix de Shein, mais genre 3 t-shirts pour 1,50 € fabriqués par des Ouïghours, on ne sait où. Donc Shein, ça se dit bien aussi Shein, ça ne se dit pas Shine, Shein, Shun, c'est She Inside. Ils ont enlevé le side, donc ça s'appelle Shein. Et vous voyez que cette application, je l'avais déjà téléchargée, puisque vous avez le petit nuage ici. Donc, bien sûr, j'ai toutes les applications. J'ai beaucoup d'applications pour voir à chaque fois ce qui se passe dessus. Autre sujet, le social media optimization. Donc là, autant vous êtes des génies de l'utilisation des médias sociaux à titre perso, autant vous êtes globalement, et je m'excuse auprès de ceux qui sont spécialistes de ça, mais généralement il n'y en a pas, autant vous êtes des billes et vous êtes archi nuls sur l'utilisation des réseaux sociaux pour une entreprise. Vous savez vous en servir pour vous, mais après ce qui se passe derrière, la moulinette de derrière, le Facebook Ad, Facebook vient d'être condamné à 100 millions d'amendes. Cette nuit, ils font appel, bien sûr. Ils viennent d'être condamnés à 100 millions d'amendes par l'Union européenne pour pratique illégale sur Facebook Ad. Et tenez-vous bien, mais ça c'est un peu une ineptie de l'Europe. L'Europe, on a plein de choses vraiment bien à faire et parfois on fait un peu de la merde. Ils menacent Facebook d'une amende qui serait de 10% du chiffre d'affaires mondial de Facebook. Donc, autant vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale Kerviel, Jérôme Kerviel avec le Crédit Lyonnais. C'est un investisseur qui a fait des bêtises. On l'a condamné, donc on a condamné une personne physique à 4 milliards de remboursement à la Société Générale.
comme si un gars pouvait payer 4 milliards. L'amende, elle est tellement stupide que bah, ça fait rigoler tout le monde. Et là, se dire que l'Europe pourrait donner une amende à Facebook de 10% du chiffre d'affaires mondial, ça fait quand même 25 milliards. Et imaginez que Facebook puisse dire, oh bah ok, on va payer l'amende 10% du CA mondial parce que l'Europe nous fait un procès. L'idée est tellement stupide que ça ne marchera jamais. Ils vont peut-être payer les 100 millions, parce que 100 millions, c'est correct comme montant, mais jamais ils payeront 25 milliards. C'est comme quand on vous met des limitations de vitesse à 10 km/h sur une rue. Comment tu veux rouler à 10 km/h? C'est quasiment la vitesse de course. Le vélo, il roule à 20. Les gens courent à 10. On marche à 5. Comment une voiture peut rouler à 10 km/h? C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais personne ne le fera jamais. Donc on peut mettre un radar dans cette rue et dire que on chope tout le monde à 20 km/h parce que 10, c'est impossible à rouler à 10. Donc faire des lois stupides, ça ne résout pas les problèmes des gens. Et entre autres, l'Union européenne fait des lois stupides avec 10% du CA mondial. Aucune marque va payer 10% du CA mondial. Ils vont envoyer chez l'Europe. Et c'est ce qui nous arrive sur les nouveaux iOS, sur les nouveaux macOS. On n'a pas les fonctions d'IA parce que Apple dit, oh là là, moi, je ne veux pas risquer de me prendre une amende par l'Europe. Donc, ben, le monde entier va bénéficier de l'IA sur Apple. Et nous, en Europe, ben, on l'aura pas parce que le DMA, le DSA, le RGPD et l'IA Act vont mettre des contraintes telles. Alors, bien sûr, il faut de la régulation, c'est évident. Mais mettre des... Vous vous rendez compte, si Apple était condamné, ça ferait une amende de 300 milliards. Apple paiera jamais une amende de 300 milliards. C'est pas envisageable. Bon, peu importe. Donc voilà tout ce qu'il faut faire pour faire du SMO. Et donc je vous disais, vous ne connaissez pas la face cachée des médias sociaux. Et je vais vous poser une question qui a trait au reach. Vous connaissez ce terme, le reach? Le reach. Donc imaginons, le reach, c'est le nombre de personnes à qui votre post est montré par rapport à votre nombre de followers. Imaginons que la boîte que vous preniez tout à l'heure dans votre workshop 28 soit une marque qui ait un compte Instagram avec 10 000 followers. OK? Donc là, on est les vendredis, aujourd'hui. Les vendredis, 9h33. Imaginez que la marque fasse un post maintenant, 9h33, et imaginons, pour faire un cas, un cas d'esprit comme ça, un cas pour voir, imaginons que les 10 000 followers de la marque soient tous en ligne maintenant, là, tout de suite. Donc la marque fait un post maintenant, les 10 000 followers sont en ligne là tout de suite. C'est bien sûr pas possible, hein. C'est une imagination, une expérience de l'esprit. À votre avis, le post va être montré à combien de personnes? S'ils sont en ligne, le post est montré aux 10 000 personnes qui sont en ligne, qui sont followers, ou est-ce que le post est montré... Vous en battez les couilles. En total. Ok, alors à votre avis, 50%, 30%, 1%. Non, non. Il est montré dans le feed, son français n'est pas très bonne, mais dans le feed des personnes qui sont en ce moment sur Instagram, le post de la marque va être montré à 1% des followers. C'est ce qu'on appelle le reach. Le reach n'est que de 1%. Et là le drame, premier drame, reach 1%. Deuxième drame, parfois c'est 2 quand ils n'ont pas beaucoup de messages, mais de manière générale c'est 1. Deuxième drame, si les 1% qui voient votre post ne like pas, ne commentent pas, ne partagent pas, ne réagissent pas, n'interagissent pas, votre post, il est enterré pour toujours. C'est-à-dire qu'il sera montré à plus personne. Bien sûr, si on vient sur votre compte, on voit le post, il n'est pas supprimé. Mais pour le voir, il faut venir sur le compte. Il sera montré à plus personne d'autre. Maintenant, si le premier pourcent à qui on le montre, il commente, il partage, il a, etc., il sera montré à 1% de plus, 1% de plus, 1% de plus.
D'où l'importance de certains horaires. Si vous postez à des horaires où votre communauté n'est pas du tout en ligne, où seuls des gens qui ne vous connaissent pas très bien sont en ligne, bah, le premier pourcent à qui on montre votre post vont pas réagir parce qu'ils ne vous connaissent pas très bien, ils vous aiment pas beaucoup. Du coup, bah, votre post est enterré. C'est pour ça qu'il faut refaire les mêmes posts régulièrement pour le montrer à plus de personnes. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre dans les médias sociaux. Vous avez un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Facebook Ads, qui vous récapitule pour un hashtag ou pour une marque. Là, j'ai pris De Beaulieu, qui est un fleuriste parisien de renom. Vous tapez De Beaulieu dans Facebook Ads, c'est bien sûr Meta, mais ça s'appelle Facebook Ads, et il vous donne toutes les pubs en cours. Pas les posts, hein, uniquement les posts sponsorisés, donc les pubs en cours, pour telle marque ou telle marque. Donc, vous comprenez pourquoi, quand on fait un post et qu'on est une marque, on est obligé de sponsoriser son post pour qu'il soit montré à plus de monde. C'est que si on laisse faire la plateforme, il est montré qu'à 1% des personnes. Si on veut qu'il soit montré à au moins 10%, eh ben, il faut sponsoriser le post pour qu'il soit poussé à plus de personnes. Et donc, vous pourrez tout à l'heure, suivant le hashtag de votre marque, aller sur. Alors, j'ai l'URL ou j'ai pas. Non, j'ai pas l'URL du site, mais en tapant Facebook Ads, vous avez ce site-là. Vous tapez un hashtag, vous tapez un nom de compte, et ça vous récap dans le mois passé. Il faut le faire tous les mois si vous êtes en veille réseaux sociaux, parce que je crois que c'est effacé au bout d'un mois. Ou après, c'est des options payantes pour voir ce qui a été fait depuis le début de l'année. Mais vous avez en tout cas, pour le mois en cours, les pubs qui sont dessus. Bon, après, on est sur le local. Alors, le local, c'est déjà plus évident. C'est Google My Business qui change de nom, qui s'appelle maintenant Enterprise Profile et qui vous permet, là, c'est l'interface de Enterprise Profile qui vous permet de faire un profil pour votre entreprise et de le plugger sur Google Maps et éventuellement après de le plugger sur Waze et de le plugger sur d'autres choses. Et puis, dernier point, pour finir le récap du search, dernier point, on doit être trouvable ou on doit être visible aussi. Alors, franchement, c'est un tout petit peu, encore une fois, technique, chez les retailers et chez les e-tailers. Donc, retailers, c'est les gens qui vendent dans des magasins physiques, et les e-tailers, c'est les gens qui vendent dans des magasins sur le net. C'est comme une boutique et une e-boutique, ou un commerçant et un e-commerçant. On a retailer et e-tailer. Et donc, il faut être visible chez les e-tailers. Comment est-ce qu'on est visible chez les retailers classiques? Avec des PLV, avec des mises en avant, avec des opérations spéciales, avec des animatrices qui font déguster ou tester les produits, avec du DOOH. Est-ce que vous savez ce que c'est que le DOOH? C'est Digital Out of Home. Je vous l'écris parce qu'il est vraiment très important. C'est tous les écrans qui ne sont pas vos écrans à vous. C'est les écrans qui ne sont pas votre téléphone, votre ordi, votre télé. Donc, c'est les écrans qui sont dans la rue, dans les magasins. Et donc, dans les points de vente, chez Sephora, Champs-Élysées, vous avez 4 écrans géants à l'entrée du magasin et vous pouvez afficher votre campagne cosmétique sur ces 4 écrans géants. Et puis, à l'intérieur du magasin, il y a des petites télés, des petits écrans à droite, à gauche qui font des petits messages promotionnels. Vous pouvez acheter ces espaces chez les retailers. Et chez les e-tailers, ben, vous pouvez aussi acheter des bannières, des banners, ça dépend si vous dites à la française ou à l'anglaise. On a de plus en plus tendance, moi je suis contre, mais ça se dit de plus en plus banners, même en France, donc on achète des banners. Donc on a francisé le mot anglais pour pas dire bannière. Moi je préférerais qu'on dise bannière, mais de plus en plus de personnes dans le milieu professionnel disent banner, donc des banners ou des displays, donc des petites pubs, ou bien sûr un tri spécifique lorsque les gens font des recherches. Si j'arrive chez le e-commerçant qui s'appelle Carrefour et que je cherche, pas quoi, bouteille d'eau, eh bien, Volvic aura peut-être payé le fait d'avoir une bannière
Et en plus, aura payé le fait d'arriver en première position sur la bouteille d'1,5 litre ou la bouteille de 50 centilitres ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a deux choses. Il y a une exposition supplémentaire grâce à des bannières et un tri différent pour arriver en première position. Bon, allez, je ne vais en mettre pas plus. Récapitulatif de tout ça. Et on va commencer tout de suite le workshop 28 et je vous explique aussi au passage le workshop 16. Donc voilà tout ce qu'on a vu ensemble. Je ne vais pas développer plus que ça. C'est assez clair. Donc, j'avais prévu de faire des groupes, mais vu que tout le monde est à distance, on va laisser tomber ces groupes. Il y a un groupe qui est fort, Pardon? hein. Il est fait chaud, ouais, c'est clair. Pardon? Il y a un groupe. Mais c'est qui les meilleurs et les moins bons là? Vous avez dit que vous triez par niveau, non? C'est ça? Et le c'est le meilleur niveau, c'est ça? C'est pas logique. Moi aussi, je suis d'accord, la logique n'est pas. Sur le podium. Je suis dans le moi, je suis au milieu dans le meilleur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait cet exercice en faisant le tri de la classe par niveau, c'est la moyenne générale, hein, tous les workshops, tous les quiz. Et ceux qui ont été absents sont bien sûr défavorisés. Ils ont moins de notes ou ils ont des zéros, etc. Donc, ce n'est pas à votre niveau, c'est juste la moyenne que vous avez sur mon cours. Mais je vous rassure, toutes les personnes du groupe 7 ont au minimum 15 de moyenne. Donc, ça va. Il y en a qui me disent, c'est dégueulasse de mettre les. On voit pas les groupes. Ouais, mais c'est pas grave. On va pas s'en servir. Mais ce qui est intéressant, vous êtes à distance, on va pas faire des trucs compliqués. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je fais cet exercice, et je le fais depuis 5 ans, à chaque fois que je fais cet exercice, à votre avis, quel est le groupe qui a la meilleure note? C'est dans les deux derniers. Pas forcément le dernier, c'est l'avant-dernier ou le dernier, c'est toujours eux qui se défoncent pour avoir la meilleure note, et le groupe 1 qui vit sur son succès qui se défonce moins et qui a une moins bonne note. Donc voilà, on ne le fait pas aujourd'hui, puisqu'on va faire des groupes qui sont des groupes à distance. Donc là, on va faire 3 groupes dans la salle. Je vous explique les deux workshops. Donc, qui a signé, pas signé le service sign? Il y a Maëva qui s'est chauffée pour faire un carré tout noir. Bien joué, Maëva. Signer le deuxième, tant qu'on y est. Bon, il faut avoir un peu de temps pour colorier, hein. Alors, bing, bing, bing. Workshop 16, quiz roulette. Donc là, vous avez, en cliquant sur le petit signe ici, vous avez tous les termes à définir. Et en cliquant sur la petite photo ici, vous avez tous les termes. Donc l'idée, pour le groupe 1, par exemple, vous allez tirer au sort 22, 41 et 47. Et donc, vous devez me définir ce qu'est j'ai dit 22, donc Natsu, Netflix, Airbnb, pardon. Ah, Je vais avoir caché tout. ouais, je suis désolé. On l'aura pas celle-là si vous répondez. Si. Ah ben, de toute façon, pendant que vous travaillez là-dessus, si vous ne savez pas ce qu'est une définition, demandez-moi, parce que sur Internet, il n'y a pas forcément toutes les réponses. Donc, demandez-moi qu'est-ce que vous voulez dire sur le numéro 24, 22, 28. Et je vous le dis, parce que le but, c'est pas de vous piéger. Le but, c'est que vous appreniez les choses. Donc, soit vous répartissez tous ces noms à apprendre par 6 personnes du groupe, soit il y a une personne qui se les tape en entier, mais peu importe. Je pose la question au groupe, donc 22. Il faut me dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, ça c'est évident. Plus Booking, Expedia et pourquoi pas Yandex. Et ce qu'il faut me dire surtout, c'est faire une phrase. Les NATU sont les entreprises qui ont ubérisé les GAFA. Il ne faut pas juste me dire, si par exemple vous avez le AAARRR, il ne suffit pas de me dire,
C'est awareness, acquisition, activation, retention, return et referral. Il faut me dire, c'est le sales funnel ou l'entonnoir des ventes qui permet de transformer un lead en un client par un système de lead nurturing. Donc, il faut me faire une phrase qui me contextualise le terme. Donc, vous en avez donc 50 à faire. Et c'est pas parce que j'ai dit le AARRR et les NATU que je vais pas vous les proposer. Attention à ceux qui ont l'air complètement évidents, genre le 12, définition du marketing. Il y en a encore qui me copie-collent la définition de Wikipédia ou la définition de ChatGPT. Processus par lequel l'entreprise connaît les consommateurs et par un système d'enquête est à même de savoir quels sont les désirs et les demandes et vont pouvoir les combler à travers. Non, la définition du marketing que je vous donne depuis le début, c'est créer de la valeur pour l'écosystème, l'entreprise et les clients. C'est ça que je veux. C'est des choses qu'on a vues ensemble. Donc, cherchez plutôt dans les slides. Je sais, il y en a beaucoup. Trop. Cherchez dans les slides. Cherchez pas sur Internet. Éventuellement, complétez sur Internet ou donnez-vous des idées avec Internet, mais c'est pas un boulot à faire sur Internet uniquement. Et s'il y a des questions, des incertitudes ou des choses complexes par rapport à ça, n'hésitez pas à me le demander pendant que vous êtes là ou à distance. Demandez-le moi dans le chat et je vous répondrai. Parce qu'on ne le fait pas. Salut! Comment ça va? Ça arrive juste pour le workshop. Ah, c'est grave de la bondo. Sortez-moi, j'ai dit que vous venez, hein. C'est le principal. Ah oui, c'est bien. Ok. Et C'est pour ça. workshop 28. Donc là, le workshop 28, c'est un workshop. Vous êtes une agence de pub. Donc vous devez trouver un nom d'agence de pub et me démontrer que ce nom d'agence de pub est libre. Vous devez trouver un nom d'agence de pub. Toto Plouf Plouf. Et vous devez me prouver que totoploufplouf.com est disponible et que vous pourriez l'acheter pour 10 €. Donc il y a un système qui s'appelle Registrar, c'est juste. Un whois chez un registrar. Le meilleur, c'est OVH ou Gandhi ou Hostinger ou plein d'autres registrars sont possibles. Mais ne faites pas les mauvais registrars. Faites uniquement des registrars français qui vous donnent une vraie réponse. Parce que si vous cherchez n'importe où, est-ce que lvmh.com est disponible? Il y a des registrars qui vont vous dire oui, c'est disponible. Paye 20 € et tu vas l'avoir. Donc vous payez 20 € et qu'est-ce qui se passe? Le registrar demande à LVMH si LVMH veut bien donner son URL lvmh.com. Donc bien sûr, LVMH ne répond pas. Et donc on vous dit ah, c'est pas disponible. Vous l'avez acheté, mais comme c'est pas disponible, tant pis pour vous. Donc C'est pas interdit, ça, de vendre quelque chose qui n'est pas disponible? complètement interdit, mais il y en a plein qui le font. De la même manière qu'il y en a plein qui font des QR codes à la con, comme ça, qui sont des faux QR codes qui vous envoient sur de la pub. Ils vous font croire que c'est un bon QR code, et en fait, ça vous envoie sur de la pub, et ils gagnent de l'argent comme ça. Mais il y en a plein Internet. Donc, quand vous cherchez, si vous êtes sur un projet ou un dossier, si vous cherchez vite, est-ce que tel site est libre parce que vous avez un nom de produit qui, vous avez l'impression qu'il est libre, et en fait, non, il est déjà pris par quelqu'un. Alors, on peut vous proposer de le racheter pour 10 000, 20 000, 30 000 €. Enfin, bon, peu importe, je laisse passer les détails. Donc, premier point du 28. Vous êtes une agence de pub. Vous devez trouver un nom pour votre agence et me prouver que ce nom est libre en .com. Je veux pas de .fr, .co, .be, .de, .it, .net, .biz, tout ce que tu veux, .paris. Je veux que du .com. Il n'y a que ça qui est intéressant. Donc, en .com. Deuxièmement, vous choisissez une entreprise que vous connaissez dans le groupe dans laquelle vous travaillez actuellement ou dans laquelle vous avez travaillé et vous connaissez un peu l'écosystème, le business et tout ça. Donc, vous choisissez une entreprise, faites n'importe quoi dans la cosmétique, du business to business ou n'importe quoi, et vous me faites ce fameux plan en 6 parties. Donc, je veux voir, vous m'envoyez vos slides, je veux voir 6 slides, peut-être 7, peut-être 8, si vous voulez faire un sommaire et si vous un sommaire, on s'en fout un peu. Hein. Si vous voulez faire une introduction ou si vous voulez faire quoi que ce soit, mais je veux donc une slide par type de moyen qu'on vient de voir juste avant dans le fameux search. Et donc je veux une page par moyen. Donc si vous en avez, moi j'en veux 6 minimum. Si vous en avez 7 ou 8, ça me va aussi. Mais ne me faites pas une page pour présenter l'entreprise, une page pour présenter la problématique
une page pour présenter machin. Je veux pas une présentation de 25 slides. Faites pas comme moi. Faites un deck ou un slide deck, une présentation très courte avec le nom de l'agence, le nom de l'entreprise que vous défendez, et puis après on y va. SEO, qu'est-ce que vous faites? SEA, qu'est-ce que vous faites? SMO, ASO, local, retail média, et pourquoi pas IA. OK? Donc je vous laisse vous répartir comme vous voulez ici pour faire 3 groupes. Ben, on en fait 3. Très bien. Le groupe de 6-7. Et en ligne, vous êtes prêts en ligne, les gars? Ah ouais, tu l'as mal. On est prêt. Donc, je vais vous répartir en groupes. Vous allez répartir en ligne les gens par groupe aléatoirement? Oui.